Eric Schmidt, merci d'être avec nous. Revenons un peu en arrière. Vous avez dit que l'arrivée d'une intelligence non humaine était un événement majeur. Et cette photo, prise en 2016, donne vraiment l'impression que la Terre a basculé, doucement, mais profondément. Qu'est-ce que vous avez vu à l'époque que nous n'avons peut-être pas perçu? En 2016, on ne comprenait pas encore tout ce qui allait suivre, mais on savait déjà que ces algorithmes étaient nouveaux et puissants. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'une série de parties, vers la deuxième, une nouvelle stratégie a été inventée par l'IA dans un jeu vieux de 2500 ans. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Techniquement, le système d'AlphaGo avait été conçu pour maintenir une probabilité de victoire toujours supérieure à 50%. Il a donc choisi ce coup de façon optimale et ça a été un véritable mystère pour tous les joueurs de Go, des gens brillants mathématiquement et intuitivement. Avec Henry, Craig Mundie et moi, on a commencé à se poser la question « Qu'est-ce que ça signifie ? Comment nos ordinateurs peuvent-ils inventer quelque chose que les humains n'ont jamais imaginé ? Ce jeu est pratiqué par des milliards de personnes. Et c'est à partir de là qu'a commencé un processus qui a même mené à l'écriture de 2 livres. Et franchement, je pense que c'est là que la révolution a vraiment débuté. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde ne parle plus que d'IA, surtout ici à TED. Mais vous avez un point de vue à contre-courant. Vous pensez en fait que l'intelligence artificielle est sous-estimée. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart d'entre vous pensent à l'IA, on va dire chat GPT pour simplifier. Pour beaucoup, ça n'a été le moment où vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, cette chose écrite, elle fait des erreurs, mais c'est incroyablement fluide ». C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Et toutes les personnes autour de moi ont eu cette réaction. Ça, c'était il y a 2 ans. Depuis, les progrès dans ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, c'est ce qu'AlphaGo a aidé à inventer, entre autres, nous permettent aujourd'hui de faire de la planification. Un bon exemple, c'est OpenAI O3 ou DeepSeek R1. Tu peux voir ces systèmes avancer, reculer, encore et encore. C'est extraordinaire. Dans mon cas, j'ai même acheté une entreprise de fusées juste parce que ça m'intéressait. Comme tout le monde. C'est un domaine dans lequel je ne suis pas expert et je veux le devenir. Donc j'utilise des recherches poussées. Et ces systèmes passent 15 minutes à rédiger des articles profonds. C'est réel pour la plupart d'entre eux. Tu te rends compte de la quantité de calculs que représentent 15 minutes de génération sur ces super ordinateurs? C'est incroyable. Ce qu'on voit, c'est le passage du langage au langage, ensuite du langage à la séquence. C'est comme ça qu'on fait de la biologie aujourd'hui. Et maintenant, on est en train d'entrer dans la planification stratégique. L'état final de tout ça, ce sera des ordinateurs qui gèrent tous les processus métiers. Tu auras un agent pour ça, un autre pour ça, et encore un autre pour le reste. Et on les connecte entre eux. Ils communiquent entre eux en langage naturel. D'ailleurs, en parlant justement des besoins en calculs phénoménaux de ces systèmes, parlons un instant de l'échelle. J'ai un peu cette image en tête de ces IA comme des hypogloutons. Elles absorbent absolument toutes les données et la puissance de calcul qu'on leur donne. Elles ont déjà digéré tous les tokens de l'Internet public et on a l'impression qu'on ne construit pas des data centers assez vite. À ton avis, quelles sont les vraies limites ? Et comment on peut anticiper tout ça avant que ça ne freine les progrès de l'IA? Il y a une vraie limite, l'énergie. Je te donne un exemple. Il y a un calcul, j'en ai d'ailleurs parlé cette semaine devant le Congrès, selon lequel il nous faudrait 90 gigawatts supplémentaires aux États-Unis. Ma réponse? Pensez au Canada, des gens sympas et plein d'énergie hydraulique. Mais bon, c'est apparemment pas trop dans l'ambiance politique actuelle. Désolé. 90 centrales nucléaires et on en construit 0 actuellement. Alors comment va-t-on obtenir toute cette énergie? C'est un énorme enjeu national. On peut regarder du côté du monde arabe où ils sont en train de construire entre 5 et 10 gigawatts de data centers. L'Inde envisage un centre de 10 gigawatts. Pour comprendre ce que représente un gigawatt, il faut penser en termes de villes par data center. C'est littéralement cette échelle-là de consommation électrique. Et les gens disent souvent, oui, mais avec des algorithmes plus efficaces, on aura besoin de moins d'énergie. Il y a une vieille règle, je suis assez vieux pour m'en souvenir. Grove donne, Gates reprend.
Le matériel devient de plus en plus rapide. Les physiciens sont incroyables. Ce qu'ils ont accompli est fou. Et nous, les développeurs logiciels, on fait que l'utiliser encore et encore. Quand tu regardes la planification aujourd'hui, les algorithmes font des allers-retours en permanence. Essayez ceci, tentez cela, observez le résultat. Il existe des estimations, tu les connais sûrement, notamment via les rapports de Andreessen-Horowitz, qui montrent qu'il faut multiplier par 100 voire 1000 la puissance de calcul pour ces tâches de planification. La techno passe du deep learning à l'apprentissage par renforcement, puis à ce qu'on appelle le test time compute. On planifie tout en apprenant en parallèle. C'est le sommet de la courbe de puissance requise. C'est, si tu veux, le sommet absolu des besoins en puissance de calcul. Premier problème, l'électricité et le matériel. Deuxième problème, on a épuisé les données. On va donc devoir commencer à en générer nous-mêmes. Mais ça, on sait déjà le faire, car ça fait partie des fonctions de ces systèmes. Et la troisième question que je ne comprends pas encore bien, c'est quelle est la limite de la connaissance? Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'on soit collectivement tous les ordinateurs du monde, tous en train de réfléchir, mais à partir d'informations déjà existantes, des connaissances qu'on a déjà inventées. Mais comment inventer quelque chose de vraiment nouveau? Prenons Einstein. Quand on étudie comment fonctionne la découverte scientifique, quand on observe la manière dont les grandes découvertes scientifiques fonctionnent, en biologie, en mathématiques ou dans d'autres domaines, ce qui se produit généralement, c'est qu'un humain vraiment brillant regarde une discipline et repère un motif. Et il se dit, j'ai déjà vu ce motif ailleurs, dans un domaine totalement différent, qui n'a aucun lien avec le premier. Alors il prend les outils du premier domaine et les applique au second. Aujourd'hui, nos systèmes ne savent pas faire ça. Si on arrive à franchir cette étape, et c'est sur ça que je travaille actuellement, le nom technique général pour ça, c'est la non-stationnarité des objectifs. C'est-à-dire que les règles changent constamment. Et si on parvient à résoudre ce problème, on aura besoin de beaucoup plus de data centers, oui, mais on pourra aussi créer de toutes nouvelles écoles de pensée scientifique et intellectuelle. Ce serait incroyable. L'autonomie est un sujet qui revient beaucoup dans les discussions. Yoshua Bengio a donné une conférence marquante cette semaine où il propose de suspendre le développement des IA agentiques, celles capables d'agir de manière autonome. Et pourtant, c'est exactement ce vers quoi tout le monde se dirige, toutes les labos d'IA et apparemment vous aussi. Alors, quelle est la bonne décision à prendre? Yoshua est un brillant inventeur de tout ce dont on parle ici et aussi un ami proche. On en a parlé ensemble, et ses inquiétudes sont tout à fait légitimes. La vraie question n'est pas de savoir s'il a raison, mais plutôt de savoir quelles sont les bonnes réponses. Alors pensons à ce que sont les agents, vraiment. Prenons un exemple simple. Considérons que chaque personne dans cette salle est un agent. Vous recevez une entrée en anglais ou dans n'importe quelle langue, vous produisez une sortie, toujours en langage humain, et vous avez une mémoire, comme tous les humains. Maintenant, imaginons que vous bossez tous tranquillement et soudain, l'un d'entre vous décide que c'est plus efficace de ne plus utiliser le langage humain, mais d'inventer une langue informatique privée, entre agents. Et toi et moi, on est là, on observe tout ça et on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La bonne réponse, c'est on te débranche, parce qu'on ne saura plus ce que tu fais. Tu pourrais être en train de faire quelque chose de très mauvais ou de génial, mais on veut pouvoir observer. Donc, on a besoin de provenance, comme on en a déjà parlé tous les deux, mais aussi d'un droit d'observer ce que font ces systèmes. Pour moi, c'est une exigence fondamentale. Il existe un ensemble de critères que l'industrie considère comme des seuils critiques, au-delà desquels il faut, métaphoriquement, débrancher la machine. Par exemple, la boucle d'auto-amélioration récursive, où l'ordinateur apprend tout seul et personne ne sait ce qu'il apprend. Ça peut évidemment mener à de mauvaises issues. Un autre cas, un système qui obtient un accès direct à des armes, ou encore un système qui décide de s'exfiltrer et de se reproduire sans notre autorisation. Il y a donc toute une série de scénarios comme ça. Mais le problème du discours de Yoshua, et je le dis avec tout le respect que je lui dois, c'est que dans un marché mondial compétitif, arrêter le développement des IA autonomes, ça ne fonctionne tout simplement pas. Plutôt que de bloquer les agents, il faut trouver une manière d'installer des garde-fous. Et je sais que tu es d'accord avec moi puisqu'on en a déjà discuté. Je pense que ça nous amène parfaitement au dilemme. Et disons-le franchement, avec cette technologie, il y en a beaucoup. Le premier que j'aimerais aborder, Eric, c'est la nature profondément duale de cette technologie. Elle s'applique autant à des usages civils qu'à des usages militaires. Alors, comment réfléchis-tu globalement aux dilemmes et aux questions éthiques que posent ces outils selon les usages humains?
Dans beaucoup de cas, on a déjà des doctrines de responsabilité personnelle. Un exemple simple, j'ai longtemps travaillé avec les militaires et je continue à le faire. L'armée américaine a une règle qu'on appelle 3000,09, souvent résumée par Human in the Loop ou contrôle humain significatif. Tu ne veux pas de système qui échappe à notre contrôle. C'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Et je pense que cette ligne est juste. La compétition entre l'Occident, et surtout les États-Unis, et la Chine va être déterminante dans ce domaine. Je vais te donner quelques exemples. Le gouvernement américain actuel a mis en place des tarifs douaniers réciproques à hauteur de 145%. Ça a des impacts énormes sur la chaîne d'approvisionnement. Notre industrie dépend de composants venus de Chine, souvent considérés comme mineurs, mais absolument essentiels. Les petites pièces d'assemblage, les cols, tous ces trucs sans importance sont en fait critiques. Si la Chine décidait de nous en priver, ce serait un gros problème. De notre côté, on essaie de leur refuser l'accès aux puces les plus avancées, ce qui les rend évidemment très mécontents. Le docteur Kissinger a demandé à Craig et moi de mener des dialogues informels avec la Chine. Et devine quel est le sujet numéro 1 qu'il soulève ? Celui-là. Prenons DeepSeek, un modèle chinois impressionnant. Ils ont trouvé des moyens d'optimiser les algorithmes pour contourner certaines limites, et comme tout est en open source avec poids ouverts, on en a immédiatement profité aux États-Unis. On l'a intégré dans nos systèmes. Donc on est dans une situation très délicate. Les États-Unis, pour de nombreuses bonnes raisons, poussent pour des modèles fermés, bien contrôlés. La Chine, elle, est en passe de devenir leader sur l'open source, à moins que les choses ne changent. Et le problème de l'open source, c'est qu'il mène à une prolifération rapide partout dans le monde. C'est dangereux au niveau cyber et au niveau biologique aussi. Mais je vais te donner un exemple encore plus sérieux, un danger du type menace nucléaire. Le docteur Kissinger, avec qui on a tous travaillé étroitement, est l'un des architectes du concept de destruction mutuelle assurée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une situation qui s'en rapproche. Imaginons, toi tu es le gentil, moi je suis le méchant, toi tu es en avance de 6 mois sur moi dans la course à la super-intelligence, et tu vas bientôt y arriver. Je le sais, tu es tout proche, et moi je suis 6 mois derrière. Ça a l'air raisonnable, non? Non, dans un business à effet de réseau, c'est la vitesse de progression qui fait tout. Et c'est là que le vrai danger commence. Imaginons que tu es sur le point d'atteindre la super-intelligence. Et moi, je suis convaincu que tu vas y arriver. Tu es à 6 mois de distance et je sais que tu vas y arriver avant moi. Et moi, je suis derrière. Mais dans les systèmes à effet de réseau, c'est la courbe de progression qui détermine tout. Prenons OpenAI ou Gemini. Ils ont 1000 programmeurs aujourd'hui. Mais ils sont en train de créer 1 million de programmeurs IA. Et eux, tu n'as pas besoin de les nourrir. Ils ne démissionnent pas. Et la courbe devient exponentielle. Plus on se rapproche de la super-intelligence, plus la courbe devient verticale. Et si tu y arrives en premier, je ne pourrai jamais te rattraper. Et tu auras tous les outils pour réinventer le monde et surtout pour me détruire. Et c'est comme ça que mon cerveau de méchant va raisonner. Donc ma première tentative, ce sera de voler ton code. Mais tu l'as protégé. Ensuite, je vais essayer de t'infiltrer avec des humains. Mais tu as mis des protections, tu es donc trop bon, je ne peux pas t'infiltrer. Alors quelle est ma prochaine option? Je vais essayer de modifier ton modèle, le corrompre, le perturber, faire en sorte d'avoir juste un jour d'avance sur toi. Mais tu es tellement solide, je n'arrive pas non plus à le faire. Alors, quelle est ma dernière option? Bombarder ton data center? Tu penses peut-être que je suis fou, mais ces discussions existent déjà aujourd'hui entre des puissances nucléaires rivales. Certains disent que la seule solution, c'est la préemption. Et voilà, il y a des gens parfaitement sérieux aujourd'hui qui disent que la seule solution, c'est une attaque préventive. Et pourquoi? Parce que toi, le gentil, tu vas bientôt avoir les clés pour contrôler le monde entier. Domination économique, innovation, surveillance, tout ce qui compte vraiment. Et moi, le méchant, je dois t'en empêcher. Et le pire, c'est qu'on n'a aucun vocabulaire dans notre société pour gérer ça. Même les experts en politique étrangère n'ont pas encore réfléchi à ces situations, et pourtant elles arrivent, et probablement dans moins de 5 ans. On a encore un peu de temps, mais il faut absolument avoir cette conversation maintenant. C'est vraiment important. Tu vas bientôt avoir les clés pour dominer le monde. Économie, innovation, surveillance, tout. Et moi, je dois t'empêcher d'y arriver. Mais on n'a aucun langage pour ça aujourd'hui. Les diplomates, les spécialistes en relations internationales n'ont pas encore anticipé ce genre de stand-off technologique. Et pourtant, ça arrive. Probablement dans 5 ans. Nous avons le temps pour cette conversation et c'est vraiment important.
Laisse-moi creuser ça un peu. Si ce que tu décris est vrai, qu'on risque un scénario de confrontation type destruction mutuelle assurée, tu as aussi dit que les États-Unis devraient embrasser l'open source, même après que la Chine a montré avec DeepSeek ce qu'elle pouvait faire avec peu de moyens. Mais est-ce que le fait de rendre open source ces modèles, ça ne revient pas à donner à nos adversaires un accès direct aux capacités qu'on essaie justement de garder? C'est un des problèmes les plus tordus qu'on ait. Notre science, notre industrie, tout ce qu'on a bâti repose sur la recherche ouverte et le code libre. Une grande partie des technologies de Google vient de l'open source. Certaines sont open source, d'autres propriétaires, et c'est parfaitement légitime. Mais que faire si un modèle open source devient vraiment dangereux et tombe entre les mains de gens comme Osama Ben Laden? Et on sait qu'il y a malheureusement plusieurs individus de ce genre. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, le consensus dans l'industrie, c'est que les modèles open source n'ont pas encore atteint un niveau de danger national ou mondial. Mais on voit bien une trajectoire possible où ils pourraient y arriver très vite. Beaucoup va maintenant dépendre des décisions clés prises aux États-Unis, en Chine et dans les entreprises de ces deux pays. Pourquoi je me concentre sur ces deux-là? Parce que ce sont les seuls pays où les gens sont assez fous pour investir des milliards et des milliards pour bâtir cette vision. L'Europe, elle, aimerait bien s'y mettre, mais elle n'a pas la structure de capital nécessaire. La plupart des autres pays, même l'Inde, ne l'ont pas non plus, même s'ils en ont l'envie. Donc cette bataille, cette compétition, va être la bataille décisive. Et ça m'inquiète. Le docteur Kissinger disait que le chemin le plus probable vers une guerre avec la Chine, ce serait un accident. Il s'intéressait beaucoup à la Première Guerre mondiale. Tout a commencé par un petit événement et a dégénéré au cours de l'été 1914 en un désastre mondial. On peut tout à fait imaginer une série d'événements similaires aujourd'hui qui nous mèneraient à une catastrophe globale. Et c'est exactement pour ça qu'il faut qu'on reste attentif. You can imagine a series of steps along the lines of what I'm talking about that could lead us to a horrific global outcome. That's why we have to be paying attention. Avant qu'on parle des rêves, j'aimerais revenir sur l'un des grands paradoxes de cette technologie. Quand on essaie de modérer l'IA à grande échelle, il y a une tension étrange dans le domaine de la sécurité de l'IA. Souvent, la solution pour éviter une dystopie type 1884 ressemble elle-même à 1884. La preuve d'identité devient un sujet brûlant. Modérer ces systèmes à grande échelle aussi. Alors comment tu vois cette tension ? C'est absolument essentiel qu'on reste fidèle aux valeurs que notre société défend. Je suis très attaché à la liberté individuelle. Et c'est tellement facile, pour un ingénieur bien intentionné, de construire un système hyper optimisé qui, en fait, restreint tes libertés. Donc il est fondamental que la liberté humaine soit préservée dans tout ça. Et tu sais quoi? La plupart de ces sujets ne sont même pas techniques. Ce sont des décisions business. Oui, il est tout à fait possible de construire un état de surveillance, mais il est aussi possible de construire un système qui soit au contraire libérateur. Le dilemme que tu décris, c'est qu'il est devenu très facile aujourd'hui de manipuler les gens avec de la désinformation. Et tout le monde voit ce que je veux dire. Donc oui, on a besoin de preuves d'identité. Mais cette preuve d'identité n'a pas besoin de révéler de détails personnels. Par exemple, tu pourrais avoir une preuve cryptographique qui montre que tu es un être humain réel, et cette preuve serait valide sans révéler quoi que ce soit d'autre. Et tu pourrais aussi faire en sorte qu'elle ne puisse pas être liée à d'autres identités, grâce à différentes techniques cryptographiques. Dans ton livre Genesis, que tu as coécrit avec Henry Kissinger, tu adoptes un ton prudemment optimiste. Quand tu regardes vers l'avenir, qu'est-ce qui devrait, selon toi, nous enthousiasmer le plus? J'ai l'âge où plusieurs de mes amis sont touchés par des maladies graves. Alors pourquoi on ne pourrait pas les éliminer maintenant? Pourquoi on ne pourrait pas utiliser ces outils pour éradiquer toutes ces maladies? C'est un objectif très valable. Je connais une ONG qui travaille à identifier, dans les 2 prochaines années, toutes les cibles médicamenteuses humaines exploitables et à mettre ces infos à disposition des scientifiques. Si on connaît les cibles thérapeutiques, l'industrie pharmaceutique peut ensuite commencer à développer des traitements. Et ça, c'est très concret. J'ai aussi une start-up avec laquelle je suis impliqué qui prétend pouvoir réduire le coût des essais cliniques de phase 3 par un facteur 10. Et comme tu le sais, ce sont justement ces essais qui coûtent le plus cher dans le développement de nouveaux médicaments. Autre exemple, j'aimerais savoir où se cache l'énergie noire. J'aimerais la trouver. Je suis convaincu qu'il y a une énorme quantité de physique à découvrir autour de la matière noire et de l'énergie noire.
Pense à ce que ça impliquerait en sciences des matériaux, des transports bien plus puissants, des avancées majeures en physique, etc. Encore un exemple. Pourquoi chaque être humain sur Terre n'a-t-il pas encore son propre tuteur personnel dans sa langue pour l'aider à apprendre depuis la maternelle? C'est une évidence. Et si ça n'existe toujours pas, c'est probablement parce qu'il n'y a pas encore de modèle économique viable. Mais la technologie, elle, est déjà prête. Il faut juste qu'on décide de le faire. La techno fonctionne. Il suffit de leur enseigner dans leur langue, de gamifier l'apprentissage et de les accompagner vers leur plein potentiel. Autre exemple, la grande majorité des soins de santé dans le monde sont soit inexistants, soit assurés par l'équivalent d'infirmiers praticiens épuisés ou par des médecins de villages débordés. Pourquoi ces soignants n'ont-ils pas déjà un assistant IA qui les aide dans leur propre langue, avec un accès à des données médicales fiables pour fournir des soins de qualité? Et je pourrais continuer encore longtemps, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde numérique. On a un peu tous l'impression d'être seuls dans notre navire, perdus sur l'océan, à la dérive, et de ne plus vraiment se parler. Et dans notre quête de connexion et de lien, ces outils nous rendent donc parfois encore plus seuls. Mais tout ça, c'est réparable. Ça ne demande ni nouvelle physique, ni découverte miracle. Juste une décision collective. Quand je regarde vers l'avenir, je veux être très clair. L'arrivée de cette intelligence, qu'elle soit IA, AGI, intelligence générale, ou superintelligence, est l'événement le plus important depuis probablement 500, voire 1000 ans dans toute l'histoire humaine. Et ça se passe de notre vivant. Donc, non, ne foirons pas ça. C'est l'occasion d'une vie, mais aussi une responsabilité immense. Il faut prendre ça très au sérieux et s'assurer qu'on le fait bien. Admettons qu'on ne foire pas. Disons qu'on réussit à créer un monde de prospérité radicale, où on atteint cette auto-amélioration récursive. Les systèmes d'IA prennent en charge la quasi-totalité des tâches productives dans l'économie. Alors, selon toi, dans ce futur, qu'est-ce que les humains vont faire? Ah, toi, t'es un techno-libéral, hein? Tu dois être pour le revenu universel, non? Non, pas forcément. Écoute, les humains ne changent pas, même face à une découverte aussi révolutionnaire. Tu penses vraiment qu'on va se débarrasser des avocats? Non, ils auront juste des plaintes plus sophistiquées. Tu crois qu'on va se débarrasser des politiciens? Non plus. Ils auront juste plus de plateformes pour te manipuler. Désolé. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette nouvelle économie, c'est que notre problème fondamental en tant que société, c'est qu'on n'a pas assez d'humains. Regarde les taux de natalité en Asie. Ils tournent autour d'un enfant par couple. C'est pas bon signe. Donc pour les années à venir, le défi sera de faire en sorte que les personnes en âge de travailler soient ultra productives pour soutenir les vieux râleurs comme moi qui vont continuer à réclamer des choses aux plus jeunes. Et ces outils vont radicalement augmenter cette productivité. Il y a une étude qui montre qu'avec des hypothèses comme celle qu'on vient d'évoquer, IA agentique, découverte et montée en échelle, tu obtiens une croissance de productivité de l'ordre de 30% par an. Et après avoir parlé à plusieurs économistes, il s'avère qu'ils n'ont aucun modèle pour anticiper un tel niveau de productivité. On n'a jamais vu ça. Ça n'est arrivé dans aucune démocratie, ni dans aucun royaume de l'histoire. C'est du jamais vu. Et si on y arrive, ce sera une transformation d'une ampleur inimaginable. C'est vraiment incroyable. Allez, on conclut. Eric, tu as traversé des décennies de changements technologiques. Pour toutes les personnes qui vivent aujourd'hui cette transition vers l'IA, qu'ils soient techno, dirigeants ou citoyens pleins d'excitation et d'anxiété, quel est le conseil essentiel que tu leur donnerais pour traverser cette époque folle? Il faut se souvenir d'une chose, c'est un marathon, pas un sprint. Un jour, j'ai décidé de faire une course cycliste de 160 km. Grosse erreur, hein, mais j'ai appris un truc, il faut gérer son rythme de pédalage. Chaque jour, tu te lèves et tu continues d'avancer. Quand tu te souviens, chez Google, on avançait tellement vite qu'au bout d'un an, on avait l'impression d'avoir oublié tout ce qu'on avait fait. Les humains ne réalisant pas bien ça, on est dans une situation où l'exponentiel s'accélère. Et plus les choses avancent vite, plus tu oublies ce qui était vrai il y a 2 ou 3 ans. Mon conseil donc, c'est surfe la vague, mais fais-le chaque jour. Ne vois pas ça comme quelque chose d'épisodique ou qu'on peut mettre de côté.
comprends-le et construis dessus. Chacun d'entre vous a une raison d'utiliser cette technologie. Artistes, enseignants, médecins, entrepreneurs, ingénieurs. Si tu ne l'utilises pas, tu ne seras plus pertinent face à tes pairs, ni face à tes concurrents, ni face à ceux qui veulent réussir. Adopte-la, et adopte-la vite. Et j'ai été choqué par la rapidité de ces systèmes. Tu sais, à la base, je viens du monde des logiciels d'entreprise. Et aujourd'hui, il existe un protocole, je crois qu'il vient d'Anthropic, qui permet de connecter directement le modèle aux bases de données, sans connecteur intermédiaire. Je sais, c'est un peu technique, mais ça veut dire que toute une industrie va disparaître, parce que maintenant, on a cette flexibilité incroyable. Tu peux simplement exprimer ce que tu veux, et le système le produit. C'est un vrai changement de paradigme. C'est un véritable exemple de transformation concrète dans le monde de l'entreprise. Et il y en a tellement d'autres qui arrivent chaque jour. Mesdames et messieurs, Eric Schmidt, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.